sérendipité, c'est-à-dire le fait de découvrir les choses par hasard, que ce soit des découvertes scientifiques ou quoi. Tu cherches un truc, tu en trouves un autre. Je cherchais ce qu'avait dit exactement Nietzsche sur la Provence, sur les troubadours provençaux, parce qu'il faut savoir que une des œuvres majeures de Nietzsche, un philosophe qui a dit « je serai compris que dans 100 ans, on y est », c'est le gai savoir. Le savoir doit être joyeux, doit être léger, ne doit pas prendre la tête, sinon c'est pas bon. Mais il s'inspire spécifiquement de la Gaia Scienza des troubadours provençaux. Et il y a une expérience qui est très facile à faire, que tout le monde peut faire. Tu cherches la page Wikipédia en français sur le gai savoir de Nietzsche. Et tu cherches la même page sur le Gaia Scienza en anglais. C'est le même sujet, mais ce n'est pas une traduction. C'est un mec qui parle français qui s'est occupé de faire la page en français, c'est un anglophone qui s'est occupé de faire la page en anglais. Eh bien, dans la page en français, jamais on t'explique d'où vient le titre. Jamais tu auras le mot Provence ou quoi. Faites l'expérience, regardez. Alors qu'en anglais, même sans parler anglais, tu vas trouver Provençal, le troubadour marseillais provençal, qui était à la fois le libre penseur, le chevalier, l'auteur-interprète de ses œuvres, des textes qu'il disait aux autres, et en quoi Nietzsche était passionné de la Grèce antique, et qui voyait dans la culture provençale l'héritage de cette Grèce antique, et pour cause. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, tout est lié. Et sur la méconnaissance des choses, tout est lié aussi bien Pythéas que le gai savoir. Et Pythéas, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un document qui sort là, du CNRS français, qui est un peu moins qui est un peu moins obtus, moins dans le jacobinisme paradoxalement que le CNRS d'Aix-en-Provence. Et le CNRS français, il sort un dictionnaire des philosophes de l'Antiquité, donc il y a un chapitre sur Pythéas de 7 ou 8 pages. Qui est vachement intéressant à remarquer parce qu'il y a toutes les études qui ont été faites sur Pythéas et tu vois toutes les langues. Et on parle d'identité, dans la Grèce antique, l'identité elle procède de d'où tu viens. C'est Pythéas le Marseillais qu'on l'appelle. Tu vois, je veux dire, comme c'est Diodore de Sicile ou Thalès de Milet. C'est-à-dire c'est l'identité, elle est d'où tu es, que tu sois noir de peau ou que tu adores tel dieu ou tel dieu. À la limite, c'est secondaire, quoi. Mais pour te dire le paradoxe total, c'est-à-dire c'est Pythéas le Marseillais, il n'est pas dans les programmes d'histoire de France. Et il est dans toute l'historiographie de l'Europe. Et le dictionnaire en question, c'est à des professeurs de l'université de Grenade en Espagne qu'ils ont demandé d'écrire la page sur Pythéas. Comme s'il n'y avait aucune compétence en France pour en parler. Il n'y en a aucune chez les diplômés de l'université, les experts. Parce qu'il a été exclu du programme et qu'au mieux ils vont te dire « Ouh, on a menti sur lui, on a dit que c'était un menteur, alors on n'en parle pas ». Comment ? Les Anglais en parlent, Winston Churchill il te dit ce qu'a fait Pythéas de Marseille, c'est plus important au regard de l'humanité que ce qu'a fait Christophe Colomb. Et toi tu me sors une histoire comme quoi on n'en parle pas. Mais ton histoire, qu'est-ce qu'elle vaut ? Et est-ce que tu la connais l'histoire ? Sur quoi on l'a traité de menteur ? Tu le sais vraiment ? Ou tu as juste entendu et tu n'as pas cherché plus loin comme on peut le faire pour un dieu donné par exemple ? Ah, j'ai entendu qu'il était, je ne sais pas, nazi ou je ne sais pas quoi. Enfin, regarder un de ses spectacles. Moi je l'ai fait, je me suis dit, les gens qui disent ça, au minimum, ils n'ont rien vu. Après, on peut penser ce qu'on veut, on peut aimer, pas aimer, mais c'est un autre problème. Mais sur Pythéas, c'est exactement le problème. C'est-à-dire que c'est un mec, et c'est pour ça qu'il remonte de plus en plus, parce qu'il est très moderne. C'est une entreprise. Pour l'époque. Mais non, pour nous, pour maintenant. Oui. Tout ce qui concerne Pythéas, c'est énorme. Il découvre la latitude, c'est le premier endroit géolocalisé au monde, c'est Marseille, scientifiquement. C'est fabuleux pour l'époque. Et non seulement il a découvert la latitude, mais il l'a utilisée. C'est-à-dire que tu peux avoir l'intuition que la Terre est sphérique. En regardant la Lune, si ça fait un croissant, c'est que c'est une sphère. Si c'est un disque, donc tu peux avoir l'intuition. Lui, il va l'éprouver mathématiquement. C'est-à-dire que si mes calculs sont justes, parce qu'à partir du moment où tu calcules la latitude, ça veut dire que tu calcules la rondeur de la Terre. En fait, la latitude, c'est la distance qui te sépare de l'équateur. Donc si tu as un arc, tu as tout le périmètre, donc tu peux calculer même sans y aller. Donc il s'est dit, si mes calculs sont justes, il y a forcément un point dans le nord, où si j'y vais au moment du solstice d'été, le soleil ne va pas se coucher. Et ça, c'est le truc. Il est allé donc jusqu'au pôle Nord, et c'est le truc qui prouve le plus que c'est pas un menteur, c'est qu'il a raconté des trucs qui scientifiquement, tu peux pas raconter ça si tu n'y es pas allé. Exactement. Je veux dire, le soleil de minuit, la mer qui est entre l'eau et la glace, mais entre les deux, et que ça ressemble à des méduses l'été qui sont agglutinées, c'est exactement ça. Tu peux pas l'inventer. Et il va être traité de menteur. Donc c'est lui qui dessine le premier la forme de l'Europe, scientifiquement, qui calcule le périmètre des îles britanniques, très justement. C'est le premier à mentionner le mot Britannia, le mot Gutton, les Goths, Norges, les Norvégiens. C'est un travail d'ethnologue. 350-325 avant Jésus-Christ. Il y a des trucs qu'on sait parfaitement sur lui, qui sont sûrs. Il y a la majorité de sa vie, on ne sait pas. Combien de temps il était parti ? On ne peut pas savoir exactement. Il y a des théories qui disent qu'il n'a pas entrepris un voyage depuis Marseille avec son bateau. Il est parti seul, il aurait passé la Garonne, il aurait fait du bateau stop.
Et alors, ça ne change rien. Pourquoi pas? Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Donc celui qui te dit ouais, on est sûr. Mais ce qui est important, c'est à partir des trucs dont on est sûr depuis Théas, qu'est-ce qu'on peut réfléchir là-dessus? Et il y a 1000 trucs. C'est pour ça que les Européens en sont friands, parce qu'il n'est pas dans l'histoire de France, mais tous les Européens de Scandinavie, d'Angleterre, même la Russie, le reconnaissent dès le début de leur histoire, parce que c'est lui qui leur fait voir la civilisation. Donc ils le revendiquent avec le sourire, tu vois ce que je veux dire? Les Suédois, à la dernière Coupe de l'América, ils ont appelé leur bateau de course, non, Artemis, dont on sait que c'était le nom du bateau de Pythéas, qui était la déesse, une des déesses. Par exemple à Marseille, pendant ces 6 siècles en question, il y avait 3 dieux principaux. Sur les 3, il y avait 2 femmes. C'est pas rien. C'est pas rien. Non seulement il n'y avait pas un seul dieu, mais c'était majoritairement des femmes, Athéna et Artémis. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est bien que les femmes dominent un peu et qu'elles soient plusieurs. Tu vois, cette notion de plusieurs et de parité, on va dire, pour reprendre les termes à la mode, c'est pas mal pour l'humain. C'est assez sain, quoi, tu vois.